President Trump is at the Capital One Arena for his inauguration parade. He is expected to fire up that packed crowd there. President Trump will sign in the arena in front of cheering crowds a number of executive orders. Adieu normes et institutions. Le bulldozer est de retour. Cette fois, ses partisans et lui sont au taquet. Ils vont faire table rase du passé parce qu'il le faut. Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Beaucoup d'Américains y voient enfin du changement. Donald Trump a fait campagne sur la promesse de bousculer nos institutions. Et visiblement, il tient ses engagements de chambouler Washington, d'assainir le marécage, de rebattre les cartes. C'était coup de tonnerre après coup de tonnerre. Il me suffit d'apposer mon feutre sur cette page pour faire une loi. Et il a enchaîné les signatures à une cadence telle qu'on avait beaucoup de mal à suivre le fil. Restoration of freedom of speech and preventing government censorship of free speech going forward, ending the weaponization of government against the political adversaries of the previous administration, as we've seen. Il appliquait la stratégie politique de Steve Bannon. Inonder la zone, noyer l'opposition. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Le président Trump est constamment en action. Avec lui, pas de pédale de frein. Il fonce pour submerger le système. Action, action, action. Les jours de tonnerre ne font que commencer. Le président Trump a fait campagne sur des promesses concrètes. Réformer notre gouvernement pour qu'il soit au service des vrais Américains et non des autres. Sécuriser nos frontières. Flanquer dehors les sans-papiers, dont certains sont de dangereux terroristes. En fait, le président commet l'impensable pour Washington. Il tient ses engagements envers les électeurs, sans perdre un seul instant. Ce jour-là, il annonce la couleur. Je serai un homme d'action, une expression qui lui est chère. Et il agit d'un coup de feutre. Dès les premières minutes, on a vu un président exercer son pouvoir tous azimuts, afin d'imprimer sa marque à la fois sur le gouvernement et sur la société. Il a signé plus de décrets le premier jour que tous ses prédécesseurs en début de mandat, ce qui lui a permis de renforcer le pouvoir et l'autorité de la présidence, comme jamais auparavant. President Trump leaving the White House for the last time as president. Just how quickly and how fast things fell apart from this president. He is leaving the White House with much fewer people standing by his side in the wake of the January 6th riot. Après les événements du Capitole le 6 janvier, les condamnations ont été unanimes. Même les plus fervents Trumpistes n'ont pas pris sa défense. Un lâchage complet. He leaves office in disgrace, the only ever president to be impeached twice.
Lorsque Trump quitte Washington, ce sont 4 années d'exil qui l'attendent. Peut-être même toute une vie. Il est au fond du trou. Que vos téléspectateurs comprennent bien, après son départ en janvier 2021, le président et nous, son cercle, avons été boycottés par les géants de la tech comme des parias. Steve Bannon a été le directeur de campagne de Trump en 2016, ainsi que son éminence grise à Washington. Inculpé de fraude financière, il a préféré aller en prison plutôt que de témoigner contre lui concernant l'assaut du 6 janvier sur le Capitole. En 2021 et 2022, la planète entière s'était liguée contre nous, et ces années noires ont semblé interminables. Ça a été une période terriblement solitaire à Mar-a-Lago. Le président Trump n'était plus qu'une carcasse d'animal politique gisant sur le bas-côté. Reclus dans sa propriété de Floride, l'ex-président voit les ennuis s'accumuler. The FBI raided the former president's Florida home, Mar-a-Lago, unannounced, breaking into the home. Former U.S. President Donald Trump once again found himself the target of an investigation. Parmi cette avalanche de déboires judiciaires, plusieurs procédures au civil. Trump was found liable for sexually abusing and defaming E. Jean Carroll. Et au pénal. Trump guilty on all 34 counts of falsifying business records in the Stormy Daniels hush money case. A federal grand jury here has indicted former President Donald Trump on 4 counts. Les inculpations pleuvent. Charged with leading a criminal organization that worked to overturn the results. Les charges les plus graves concernent sa tentative d'inverser les élections de 2020, dont le point d'orgue a été l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier, alors que le Congrès était en pleine certification des résultats. An indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Since the attack on our Capitol, the Department of Justice has remained committed to ensuring accountability for those criminally responsible for what happened that day. Le procureur spécial Jack Smith n'a jamais ménagé ni les démocrates ni les républicains. Pourtant, les soutiens de Trump crient au biais politique. Ce procédé inacceptable mettait en péril la présidence. Quand un chef d'État peut jeter son prédécesseur en prison pour des délits non existants, c'est le signe que notre pays part à volo, qu'il n'est plus qu'un enfer marxiste digne du tiers-monde. Mike Davis fait partie des très proches collaborateurs de Trump. Dans le sérail, il est même surnommé le vice-roi. Parfaitement au fait des rouages de Washington, il a été conseiller auprès de la commission judiciaire du Sénat. J'étais le seul, semble-t-il, à aller chaque jour sur Fox News défendre le président Trump. Je suis monté plus de 4500 fois au créneau pour soutenir sa cause. They have completely politicized the Justice Department. This Justice Department is rotten to the core. Ils tentent de falsifier le narratif des procès en destitution et des événements du 6 janvier, de faire passer ce coup de boutoir contre la démocratie pour une manifestation pacifique. Mais les éléments de l'enquête parlent d'eux-mêmes. This is lawless, this is Democrat lawfare, this is election interference. He has presidential immunity for his acts as the President of the United States. On sent Trump à deux doigts de déclarer « C'est pas à vous de me dire ce que dit la loi, c'est à moi de le dire ». Il est convaincu, et il l'a fait savoir, que l'article 2 de la Constitution lui donne le droit d'agir à sa guise. Dès lors, les actes présidentiels ne peuvent être illégaux. Le président est au-dessus des lois. Un refrain déjà entendu. Il nous renvoie plus de 50 années en arrière, sous une autre présidence, empêtrée dans ses ennuis judiciaires. So what in a sense you're saying is that there are certain situations where the president can decide that it's in the best interest of the nation or something and do something illegal. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly.
Cela nous replonge dans la période Nixon. Ce président impérial qui a enfreint la loi et dirigé un gouvernement corrompu. Nixon a été accusé d'avoir instrumentalisé le FBI et le fisc contre ses adversaires politiques. The country tonight is in the midst of what may be the most serious constitutional crisis in its history. Tenté d'étouffer l'intrusion au QG des démocrates dans l'immeuble du Watergate. What did the president know and when did he know it about the cover-up? Et refusé de communiquer les enregistrements du bureau ovale malgré une injonction. President Nixon announced that he will neither appeal nor comply with a federal court order to turn over the Watergate tapes. The news has caused a storm in Washington, and some of Mr. Nixon's most loyal supporters are calling for his resignation. Quand la Cour suprême a tranché, Nixon a fini par céder. Il a remis les bandes ainsi que sa démission, couvert d'opprobre. The president now at the door. A final wave. Le Watergate a suscité une volonté de réformer la présidence, de lui mettre des garde-fous. Des lois de moralisation ont été votées. Les agences indépendantes ont été sanctuarisées. Tout cela dans l'objectif de lutter contre la corruption, de ne pas être gouverné par un futur tyran. Le Congrès a tenté de reprendre la main. Tenez, imaginez, notre président, c'est Gulliver. Après le Watergate, le Congrès s'est évertué à l'entraver, tels les Lilliputiens ligotant Gulliver. D'où les inspecteurs généraux, les procureurs spéciaux. Tout ça dans l'idée de saper son autorité sur les agences gouvernementales, de fragmenter l'exécutif. Or, lui rogner les ailes afin d'éviter un nouveau scénario à la Nixon était, à mon sens, une erreur. Le professeur de droit John Yoo se fait depuis longtemps le chantre d'un pouvoir présidentiel fort ainsi que d'une doctrine controversée, la théorie de l'exécutif unitaire. En substance, la Constitution confère l'intégralité du pouvoir exécutif à une seule personne, le président. Cette théorie marginale n'avait pas les faveurs de la Cour suprême. Et après la présidence Nixon, chaque locataire de la Maison-Blanche a vu ses prérogatives grignotées. Le pouvoir de la présidence a touché le fond durant les mandatures post-Watergate. Et il a uniquement repris du poil de la bête au lendemain du 11 septembre. La gestion de cette immense tragédie nécessitait un exécutif à poigne. Le 11 septembre, des milliers de morts sur le sol américain, une nation en état de choc. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. La présidence était déterminée à réagir vigoureusement, à s'affranchir des garde-fous. We also have to work the dark side, if you will. We've got to spend time in the shadows in the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies if we're going to be successful. Pour citer l'un des pères fondateurs, Alexander Hamilton, un bon gouvernement se définit par un exécutif énergique. Quelqu'un qui agit avec célérité, détermination, énergie. On a vu la présidence tenter de relever la tête, de se libérer du joug qui l'entravait depuis le Watergate. À l'époque, John Yoo travaillait au bureau juridique du ministère de la Justice, l'OLC. L'administration Bush s'est essentiellement reposée sur Yoo, afin de justifier la légalité de son action. We are protected from attack only by vigorous action abroad and increased vigilance at home. Il fait partie des voix les plus extrêmes sur le pouvoir du président, invoquant sa légitimité à prendre des mesures extraordinaires après le 11 septembre. Comme le transfert de détenus vers des prisons secrètes, la pratique de la torture, ou l'espionnage des Américains par la NSA. La quasi-totalité de ces mesures sera désavouée, soit par ses successeurs à l'OLC, soit par les tribunaux pour illégalité. Mais dans les années qui suivront, la Cour suprême sera encline à renforcer les prérogatives de l'exécutif.
À mesure que les conservateurs prenaient juge après juge le contrôle de la Cour suprême, la théorie de l'exécutif unitaire a fait tache d'huile. Et elle a fini par s'imposer peu avant les vacances judiciaires de 2024. À l'origine, il y a l'affaire Trump pour tentative d'inverser l'élection de 2020. Quand elle arrive jusqu'à la Cour suprême, les avocats de Trump ressortent l'argument de Nixon. Si le président agit ainsi, ce n'est pas illégal. Et les juges vont les suivre à une écrasante majorité. Dans cet arrêt, le président de la Cour suprême, John Roberts, souligne que le président est le chef de l'exécutif et qu'il est également responsable de l'application des lois. Aussi, doit-il bénéficier de l'immunité contre les poursuites engagées par son successeur quant aux décisions prises. Le président ne peut être poursuivi pour tout acte au cœur de ses prérogatives constitutionnelles. Roberts argue notamment que le président pourra ainsi diriger pleinement l'exécutif sans devoir se soucier de rendre des comptes au pénal ou au civil par la suite. Cette décision offre sans nul doute à Donald Trump l'une des plus éclatantes, voire la plus éclatante victoire juridique de toute sa carrière politique. Elle signe la fin, lourde de conséquences, des poursuites fédérales contre lui. Quelque part, cette décision a constitué le catalyseur de l'avènement de Trump 2.0. L'enjeu était colossal. Soit le président Trump allait en prison, soit il retournait à la Maison-Blanche. Cette décision aux conséquences historiques a été l'une des plus importantes de la Cour suprême. Trump won the presidency and a get-out-of-jail-free card. He has now been gifted legal immunity. After winning an election, the federal cases all go away. In his hush money case, unconditional discharge covering all 34 counts. No prison time, no fine. Psychologiquement, cela le confortait pour de bon dans l'idée que le président est au-dessus des lois. C'était d'ailleurs le sens de cette décision, en faire un justiciable pas comme les autres. D'où chez lui un sentiment de toute puissance. Ce sentiment sera le moteur de sa mandature. On a vu émerger un président d'un genre nouveau. Un président qui veut s'émanciper de la Constitution et de la législation. Tout persuadé qu'il est de détenir un pouvoir illimité. Il a pour stratégie d'inonder la zone, de submerger l'opposition, de sidérer les citoyens attachés au cadre juridique et constitutionnel, ainsi qu'à l'état de droit. Donald Trump immediately getting to work with a remarkable show of the use of executive power. We're going to see a president pardoning people who participated in insurrection that he supported. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. Il accorde l'amnistie ou des allègements de peine à tous les émeutiers condamnés pour l'assaut du 6 janvier sur le Capitole. Les poursuites et les condamnations constituaient, selon lui, une grave injustice nationale envers les otages, comme il les appelait. Ténor des juristes conservateurs, Peter Keisler a été ministre de la Justice par intérim sous George Bush fils. Il a rejoint les rangs des détracteurs du président Trump. Cette décision n'est ni plus ni moins qu'une manœuvre destinée à protéger de dangereux criminels. Tout simplement parce qu'ils ont commis ces délits afin de soutenir un président qui s'accrochait au pouvoir. With the stroke of a pen, the legal consequences virtually undone. The largest criminal prosecution in U.S. history is abruptly over. La politisation outrancière des des persécutions, leur avait ôté toute légitimité.
Ces gens ont souffert pendant des années, ont vu leur vie détruite, ont été ruinés, ont perdu des proches. Certains se sont donné la mort. Je ne vois aucune objection à cette grâce présidentielle pour la quasi-totalité d'entre eux. Ce sont des martyrs. Des individus qui ont pris le Congrès d'assaut, qui ont utilisé la violence pour porter leur message politique, qui n'ont eu aucun respect pour nos institutions et notre démocratie. Voilà qui il a gracié. This was a day of violence. This was a day in which 140 police officers were injured, and we cannot rewrite the history of that day. Property was destroyed, people were injured, police officers trying to defend the democratic process died. We stood up against a stolen election. We will be vindicated in the pages of history as patriots and freedom fighters. He's put my family back together again. Without him, I wouldn't be out right now. We don't condone violence, but we're also not the insurrectionists here. I feel vindicated and validated. Yes, absolutely. Le signal envoyé est clair. Ils peuvent commettre des violences en son nom, et lui a le pouvoir de les gracier. Il veut que ses partisans se disent « Même si je dépasse les bornes, le président volera à mon secours ». Cette pente glissante nous éloigne dangereusement de la neutralité de l'état de droit et nous rapproche dangereusement, hélas, d'un usage dévoyé de l'administration qui consiste à s'attaquer au camp adverse et à pardonner les infractions du sien. Trump et ses conseillers poussent le curseur encore plus loin, en sanctionnant ce qu'ils qualifient de guerre juridique. Je vois la sanction comme un élément majeur de la justice, car elle est extrêmement dissuasive. Si vous commettez un délit, vous en paierez les conséquences. Le président ainsi que le ministère de la Justice doivent donc réclamer des comptes à ceux qui ont livré cette guerre juridique inédite, mettant en péril la République. La première cible n'est autre que le ministère de la Justice. Plus d'une vingtaine de procureurs chevronnés ont été limogés pour avoir participé aux enquêtes et aux procédures menées soit contre Donald Trump, soit contre les émeutiers du Capitole. Le message était limpide. Que vous soyez procureur ou agent du ministère, si vous persécutez les Américains, vous perdrez votre job, et c'est normal. Lorsque vous tentez d'envoyer le président Trump en prison à vie, de le ruiner, lorsque vous mettez sous les verrous ses partisans après le 6 janvier, vous devez en payer les conséquences. Pas moins d'une demi-douzaine de hauts responsables du FBI ont aussi été poussés vers la sortie. Ils ont été collectivement licenciés, car leur intégrité politique était mise en cause. Traduction. Vous ne garderez votre poste que si vous êtes perçu comme quelqu'un servant les intérêts personnels et politiques du président. Et ça, c'est la porte ouverte à l'instrumentalisation du judiciaire par le politique. Si vous faites l'objet d'une enquête, son issue dépendra du bord auquel vous appartenez. Tout l'inverse d'un système digne de ce nom. Pour Trump, l'heure est venue de placer ses pions au ministère de la Justice. De bons petits soldats. Au seuil de sa présidence et vu ses objectifs, il privilégie la loyauté et rien d'autre. Conseiller de Trump durant son premier mandat, l'avocat pénaliste Ty Cobb a aujourd'hui la dent dure. Dans son esprit, ce n'est pas à eux de lui dire quoi faire, bien au contraire. Sa première fois lui a beaucoup appris, notamment jusqu'où pousser le bouchon.
Trump a d'abord confié le portefeuille de la justice à Jeff Sessions. Sessions faisait constamment l'objet de ses foudres. Entre autres depuis qu'il s'était récusé sans consulter la Maison-Blanche. I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations of any matter relating in any way to the campaigns for President of the United States. Trump trouvait cette décision déloyale, car elle le privait d'un rempart contre l'enquête du ministère sur les ingérences russes dans la présidentielle de 2016. The Justice Department naming the former FBI Director Robert Mueller special counsel to take over the investigation. Il n'a jamais oublié ce caillou dans sa chaussure. À maintes reprises, sous l'administration Trump 1, ce sont les juristes qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Durant la première présidence, rappelez-vous les fameux adultes dans la pièce. Ces membres de l'organisation conservatrice appelée la Federalist Society penchaient très à droite idéologiquement, mais ils étaient aussi très exigeants. Ils n'ont pas hésité à mettre le holà à des idées leur semblant trop éloignées de l'interprétation légitime du droit ou tout simplement mauvaises. Ils n'ont pas hésité à soulever des objections, à ralentir la machine. Or, après le 6 janvier, la garde rapprochée du président a retenu la leçon. Il n'aurait pas dû s'entourer de gens comme ça. D'où une volonté délibérée de vérifier les profils, de s'assurer qu'ils soient plus MAGA-compatibles, plus dociles, qu'ils ne soient pas des obstacles ou des freins pour les idées venant de la Maison-Blanche, mais au contraire des accélérateurs. Le portefeuille de la justice reviendra cette fois à Pamela Bondi. I think she's going to be as impartial as you can possibly be. I know I'm supposed to say she's going to be totally impartial with respect to Democrats, and I think she will be as impartial as a person can be. I'm not sure if there's a possibility of totally, but she's going to be as total as you can get. Ils se connaissaient depuis longtemps. Oui, Trump récompense la loyauté et la proximité. Elle a été son avocate personnelle. Et il l'apprécie, voilà tout. Les vice-ministres et vice-ministres adjoints, Todd Blanche et Émile Beauvais, ont tous les deux représenté Trump au pénal. À l'aube de ce second mandat, dire qu'il prend le ministère pour son cabinet d'avocats personnel est le comble de l'évidence, puisqu'il a parachuté à des postes stratégiques ses anciens défenseurs. Du jour au lendemain, ces avocats qui tentaient de contrer procureurs fédéraux et agents du FBI sont devenus leurs patrons, ainsi que les instruments de la vengeance de Trump envers l'institution. La digue érigée en réponse au Watergate est en train de craquer. Le ministère de la Justice n'a pas toujours été aussi indépendant que lorsque j'étais adulte. JFK en avait tout de même confié le portefeuille à son frère. Mais depuis Nixon, à cause de sa personnalité, de ses manigances et de la collusion entre les deux, la séparation était nette. À partir de Watergate, la règle d'or était de ne pas se mêler des affaires de la justice et du FBI. J'ai servi à la Maison-Blanche et je me suis très rarement rendu au ministère quand je dirigeais le cabinet du vice-président. On était tout simplement tenus de ne pas avoir de rapport direct avec eux. Tenter de détourner la justice dans son intérêt personnel ou politique passait pour un abus de pouvoir pur et simple. Mais Trump n'a que faire des règles. Il est le plus haut magistrat et le premier flic du pays. Voilà pourquoi le ministre de la Justice et le patron du FBI dépendent directement de lui. C'est d'ailleurs l'un des fondamentaux de la théorie de l'exécutif unitaire. Le pouvoir exécutif se joue dans le bureau ovale, même si ça a changé après le Watergate. Désireux de marquer son territoire, Trump se rend au ministère de la Justice pour clamer haut et fort qu'il est aux commandes. Par cette prise de parole, il réaffirme que le président est, au terme de la Constitution, responsable en dernier ressort de l'application de la loi fédérale. Point final.
Le ministère de la Justice n'est nullement un organe indépendant. D'anciens habitués des lieux ne l'entendent pas de cette oreille. Un président se montre rarement au ministère de la Justice. Et pour cause. Conseiller juridique du président Reagan, J. Michael Luttig a été un pilier du ministère sous George Bush père et un éminent juge de cour d'appel conservateur. Depuis les événements du Capitole, il ne mâche pas ses mots envers Trump. Notre ordre constitutionnel prévoit pléthore d'excellentes raisons pour que le président des États-Unis garde ses distances. Le meeting politique tenu par le président au ministère était un acte répréhensible, et bien sûr sans précédent dans toute notre histoire. Ladies and gentlemen, please welcome Attorney General Pamela Bondi. Hi, please be seated. Welcome to the Department of Justice. La vocation de cette institution est unanimement respectée, car entre ces murs, vous tentez à tout le moins d'atteindre un idéal de justice égale pour tous, impartiale et non politisée. Madame Bondi, elle, n'a même pas essayé de faire semblant. And we all work for the greatest president in the history of our country. We are so proud to work at the directive of Donald Trump. It is, Elle a souligné que le ministère lui était entièrement dévoué. Or là, il y a mal donne. La justice a pour mission de préserver et protéger la Constitution, pas d'être le rempart de la présidence. Tout au long de ces dernières années où il a été poursuivi et condamné, Trump devait bouillir de rage et guetter l'heure de sa revanche, car c'est exactement la feuille de route qu'il a déroulée ce jour-là au ministère. So now, as the chief law enforcement officer in our country, I will insist upon and demand full and complete accountability for the wrongs and abuses that have occurred. Il y a un nouveau shérif en ville. Les Américains ont réélu le président Trump à la Maison-Blanche et le ministère de la Justice est à son service. Unfortunately, in recent years, a corrupt group of hacks and radicals weaponized the vast powers of our intelligence and law enforcement agencies. Des têtes vont enfin tomber avec ce deuxième mandat. It's a campaign, and it's by the same scum that you have been dealing with for years, like guys like Andrew Weissman. En substance, cela signifie que le ministère de la Justice est désormais le bras vengeur de la Maison-Blanche. L'ex-procureur fédéral Andrew Weissman a participé à l'enquête de Robert Mueller sur les ingérences russes dans la campagne de Trump pour 2016. Désormais consultant juridique dans les médias, il dénonce ouvertement le trumpisme. Lorsque l'état de droit est mis à mal, il est crucial d'avoir un ministère de la Justice qui ne prenne pas de décision en fonction du bord politique, qui ne se demande pas si vous êtes un adversaire ou un partisan du président. There's a guy named Norm Eisen. I don't even know what he looks like. His name is Norm Eisen of Crew. He's been after me for 9 years. Il me montre du doigt pour nous stigmatiser. Vous tous, les avocats, je vous ai aussi dans le collimateur. Responsable des questions éthiques à la Maison-Blanche sous Obama, Norm Eisen a conseillé les démocrates pour la procédure de destitution contre Trump en 2019. Il a également assigné son administration en justice à maintes reprises. His sole life is to get Donald Trump, and he's been vicious and violent. Quand je vois Donald Trump se déchaîner contre notre profession, je vois un tocard passer ses nerfs sur l'institution, sur l'état de droit qu'il accuse, et à juste titre, de lui faire barrage. They're not legitimate people there. They're horrible people. They're scum. Il dresse sans aucune équivoque
sa liste d'ennemis qui feront l'objet de représailles de la part du gouvernement fédéral à sa botte. Je veux que ces procureurs, ces agents, ces juges, toute cette clique démocrate comprennent bien qu'il y aura de graves conséquences judiciaires, politiques et financières. Nous devons avoir la main très lourde, sinon ce harcèlement ne s'arrêtera jamais. Soucieux d'obtenir des résultats, Trump s'adresse directement au vice-ministre de la Justice, Todd Blanche. And the reason I'm saying this, Todd, is I'm only going to get one chance to say this. But these are bad people. Quand il interpelle Todd Blanche, le numéro 2 de la justice, Todd, je le dis une fois pour toutes, cela signifie Todd Blanche, mettez en branle le ministère et toute la puissance de l'appareil gouvernemental contre Norm Eisen. Il prend le ministère par l'épaule et le recrute pour mener une mission, assurer sa mainmise. Et sous couvert d'en finir avec l'instrumentalisation de la justice, il la manipule dans la pure tradition orwellienne. J'étais bouche bée. Malgré tout ce que le président nous avait infligé ces 8 dernières années, le voir plastronné dans la grande salle du ministère de la Justice, un lieu sacro-saint pour notre pays, et l'entendre clamer qu'il allait rendre la monnaie de leurs pièces à ses adversaires en politisant et en instrumentalisant la justice et le FBI, ça m'a fait l'effet de la pire mascarade de notre histoire. Le président Trump devrait y retourner chaque semaine. Les scandaliser par sa présence dans cette enceinte sacrée, on les emmerde. C'est ça la démocratie. Les forces antidémocratiques doivent être matées. Ils s'offusquent que le président des États-Unis, qui plus est Donald Trump, ait souillé leur temple par sa venue. Rien à foutre. Il est le président des États-Unis, le plus haut magistrat et le premier flic en vertu de la Constitution. The message could not have been clearer. Donald Trump is now in charge at Justice. Non content d'exercer son pouvoir sur la justice à Washington, Trump fait pression sur une instance particulièrement en vue qui la représente à New York. On compte 93 procureurs fédéraux. Mais le district sud de l'État de New York, souvent surnommé le district souverain, est le plus illustre de tout le pays. Car il a très longtemps joui d'une indépendance vis-à-vis du ministère qui faisait rêver tous ses homologues. Une affaire illustre cette pression, les poursuites contre l'édile démocrate de New York, Eric Adams. Tout est parti du district sud de l'État de New York. C'était la première inculpation fédérale d'un maire new-yorkais en exercice. On parle ici d'accusations de corruption et de pots de vin très médiatisés. Eric Adams est allé plaider sa cause auprès de Trump à Mar-a-Lago. Ses avocats ont fait valoir à la nouvelle équipe du ministère que cette affaire parasitait sa capacité à collaborer au programme d'expulsion massive prévu par Trump. Et ils ont passé un marché. Leur accord relevait de l'échange de bons procédés le plus flagrant qui soit. Nous, on lève les poursuites, et en contrepartie, lui, il coopère. Dans un mémo, Émile Beauvais, le numéro 3 à la justice, a demandé le classement de l'affaire pour que le maire puisse appliquer la politique présidentielle sur l'immigration à New York. Les poursuites en cours ont indûment restreint la capacité de M. Adams à se consacrer pleinement à la lutte contre l'immigration clandestine. On ne pouvait imaginer motif plus ostensiblement politique.
En somme, parce que M. Adams a décidé de soutenir la politique du président sur l'immigration, il ne sera pas poursuivi. A contrario, s'il s'était opposé à cette même politique, il l'aurait été. Le mémo atterrit sur le bureau de la procureure fédérale par intérim, Danielle Sassoon. Danielle Sassoon, procureure conservatrice nommée par Trump, membre de la Federalist Society, ex-assistante du juge Scalia à la Cour suprême. Elle a tenté de court-circuiter Bové et de s'adresser directement à Pamela Bondi pour dénoncer cet usage dévoyé du droit. Quant aux raisons avancées par M. Bové pour cesser les poursuites, je ne peux en toute bonne foi y souscrire. C'est à ce moment-là que l'affaire s'est invitée dans le débat public, lorsque les procureurs fédéraux, pourtant conservateurs, ont dit non, parce qu'ils ont très bien compris ce qui se passait. C'était un échange de bons procédés parfaitement contraire à l'éthique. Rien dans la loi ne justifiant un non-lieu, je ne peux demander l'arrêt des poursuites pour des motifs inappropriés. Bien à vous, Danielle Sassoon. Danielle Sassoon n'était pas perçue comme une potentielle adversaire de Donald Trump, du moins politiquement. Mais elle défendait l'état de droit et elle a refusé d'être complice de ce qu'elle considérait comme de la corruption. Pamela Bondi n'a même pas voulu rencontrer Danielle Sassoon, qui lui avait pourtant écrit « Si vous refusez de me voir et de revenir sur votre décision, je démissionnerai ». C'est Bové qui a répondu à Sassoon dans une lettre « Je prends acte de votre démission ». Le ministère de la Justice ne saurait tolérer votre insubordination ni l'apparente malhonnêteté avec laquelle vous et votre cabinet avez traité cette affaire. Je rappelle à Danielle Sassoon et consorts qu'ils sont tous sous la tutelle du vice-ministre de la Justice, qui est lui-même sous celle du ministre de la Justice, qui est lui-même sous celle du président, lequel a été élu par le peuple américain. Si ça ne vous plaît pas, changez de crèmerie. Et c'est ce que beaucoup vont faire. À New York et Washington, une dizaine de procureurs démissionnent ou sont démissionnés. On ne claque pas la porte du ministère de la Justice comme ça. Si on en arrive là, c'est soit qu'on juge amoral ce qu'il s'y passe, soit qu'on soupçonne des renvois d'ascenseurs illicites. C'est pour ça qu'on voit tant de hauts responsables, y compris de droite, déclarer « Je ne peux plus cautionner ça ». Upheaval in the Justice Department. A showdown between the Trump administration and its own Justice Department prosecutors. Cette fois, l'administration Trump a voulu que tous les procureurs du pays comprennent qu'elle ne tolérerait aucune résistance de leur part, qu'elle ne permettrait à aucun, y compris à celui du district sud de l'État de New York, de s'opposer au ministère, et que s'il s'y risquait, il serait limogé. Et ce, pour créer un effet dissuasif général. That sweeping federal corruption case against New York City Mayor Eric Adams is now officially dead. Eric Adams a toujours nié avoir bénéficié d'une quelconque clémence ou commis la moindre faute. Mais peu importe qu'il soit coupable ou non, selon les partisans d'un pouvoir exécutif unitaire, Trump n'a jamais outrepassé ses pouvoirs. Je trouve l'indignation autour de cette décision de Trump très excessive. Le président, tout comme le ministère, ont le droit de poursuivre ou non qui ils veulent. Que Trump souhaite l'abandon des charges n'a rien d'illégal ni d'anticonstitutionnel. C'est permis par la Constitution. Et pour des motifs sans rapport avec la culpabilité ou non de la personne incriminée. Ça a le mérite d'être clair. Quiconque commet un délit, même grave, ne sera pas inquiété s'il fait allégeance au pouvoir en place. S'il refuse, il sera sévèrement puni. Mais s'il accepte, il lui sera beaucoup pardonné. C'est le message reçu par la population. Désormais, la notion de pouvoir judiciaire indépendant n'existe plus dans ce pays. Ce n'est plus qu'un outil au service des intérêts personnels du président. L'ère que nous vivions, depuis la chute de Nixon, chassé du pouvoir parce qu'il avait utilisé l'appareil gouvernemental à son avantage, est bel et bien définitivement révolue. Cette nouvelle façon de gouverner et d'user du pouvoir présidentiel va avoir de profondes répercussions.
À son arrivée au pouvoir, Trump était entouré d'idéologues qui mûrissaient depuis un certain temps des théories pour le moins extrêmes. L'un des plus importants s'appelle Russell Vought. Il se décrit lui-même comme un nationaliste chrétien qui a pas mal roulé sa bosse à Washington. Il a vu comment fonctionnait le système de l'intérieur. Il prône l'instauration d'un changement radical qu'il aimerait mettre en œuvre et il sait parfaitement comment s'y prendre. My belief is that the president has to move executively as fast and as aggressively as possible with a radical constitutional perspective to be able to dismantle that bureaucracy in their power centers. Avant la réélection de Trump, Vought a dévoilé son plan de bataille dans le projet 2025, élaboré par un think tank conservateur, la Heritage Foundation. Recourir de manière offensive aux immenses pouvoirs de l'exécutif est fondamental, et c'est le grand défi que devra relever un président de droite. Il nous l'a dit de façon assez explicite. Il veut identifier et éliminer les poches d'indépendance qui échappent au contrôle de l'exécutif. Vought ne l'a jamais caché. Il souhaite que le président arrache au Congrès une partie de son pouvoir de décision en matière budgétaire. Trump et son équipe ont compris comment faire pour rétablir une vraie république constitutionnelle. On va s'attaquer à l'infrastructure, à la tuyauterie, au rouage de tout le système. Et on ne flanchera pas, on ne lâchera rien, on ne lèvera pas le pied. Ayant nommé Russell Vought à la tête du puissant bureau de la gestion et du budget, Trump peut cibler les institutions précédemment autorisées et financées par le Congrès, à commencer par l'Agence pour le développement international, l'USAID. President Donald Trump is calling for USAID to be shut down, calling the organization that delivers aid to people around the world corrupt. Many people see as frivolous, if not outright wasteful spending. Shutdown of USAID could mean less medicine for the sick and less food for starving families, including babies. C'est un véritable coup de force. On assiste à une sorte de dérive autoritaire de l'exécutif, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, voire jamais. The Trump administration's efforts to reshape the federal government and its workforce. USAID's workforce will be whittled down from about 14,000 employees to fewer than 300, a 98% cut. Une grande partie des employés de l'USAID a été placée en congé administratif et privée de son accès aux messageries et autres bases de données de l'agence. Alors que nous avions des millions, voire des milliards de dollars engagés tout autour du monde dans des programmes en cours, tout s'est brutalement interrompu. Pour Paul Martin, l'inspecteur général de l'USAID, pourtant au service de l'État depuis des décennies, c'est du jamais vu. Les agents de l'USAID consacraient leur vie à œuvrer pour un monde meilleur. Et brusquement, du jour au lendemain, tout s'est arrêté, sans concertation ni préavis. Un vrai cataclysme. Hundreds of workers at USAID are cleaning out their desks. An emotional exodus at the former headquarters of USAID. Recently fired federal workers were given just 15 minutes to clear out their desks. L'USAID, ce n'était que le début d'une longue liste. La vitesse à laquelle tout ça est arrivé a de quoi laisser pantois. A senior official at USAID called it a mafia-like takeover. Ça représente moins de 1% du budget fédéral. Qu'ils aient choisi de cibler en priorité et massivement cette agence-là montre à quel point ça n'a rien à voir avec un problème de coût. C'est une démonstration de force. Une espèce d'exécution pour l'exemple. On va tuer une agence fédérale pour en effrayer des milliers d'autres. Quand le Congrès vote une loi qui entérine la création d'une agence fédérale, on ne peut pas l'ignorer. C'est la loi. À partir de là, l'agence existe et est tenue de remplir les missions que le Congrès lui a confiées. Donc, en choisissant de fermer une agence aux obligations définies par la loi, le président sort la plupart du temps du cadre légal. À quoi bon disposer du pouvoir de promulguer des lois, prérogative du Congrès, si le président peut s'en affranchir aussi facilement?
C'est la théorie du pouvoir exécutif unitaire. Le président des États-Unis, qui est chef de l'exécutif, a le pouvoir discrétionnaire de nommer et de licencier qui il veut. Personne n'a un emploi à vie dans la fonction publique. Politiquement, l'USAID était la cible idéale. Peu d'Américains s'en sont émus. C'était un test grandeur nature pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Une fois purgés les rangs de l'USAID, il lui reste encore une cible, le chien de garde de l'agence. J'ai moi aussi reçu un mail de 2 lignes qui me limogeait tout en me remerciant pour mes services. Cher Paul, au nom du président Donald Trump, je vous informe que votre poste d'inspecteur général est supprimé avec effet immédiat, en vous remerciant pour les services rendus. Sans explication, ni préavis, ni motif invoqué. C'est clairement illégal. Pour le renvoyer, il aurait fallu le notifier au Sénat et respecter un préavis de 30 jours. Mais Trump s'est dit « je m'en fiche ». 17 autres inspecteurs généraux ont été limogés dans d'autres agences à travers Washington. Le poste d'inspecteur général a été créé par le Congrès pour lui permettre, ainsi qu'à l'administration, d'exercer une surveillance rigoureuse et efficace sur les dépenses d'argent public au sein des agences de l'exécutif. En gros, nous sommes les yeux et les oreilles du Congrès. En révoquant 17 inspecteurs généraux d'un coup, c'est tout le système qu'on met sans dessus-dessous. Le poste d'inspecteur général a été créé par le Congrès après le scandale du Watergate. Très souvent, ces inspecteurs sont sollicités pour mener les enquêtes dont le Congrès ne peut lui-même se charger, faute de pouvoir, de moyens ou de présence au sein des agences. Limoger un inspecteur général, c'est non seulement rendre le gouvernement moins transparent, mais aussi priver le Congrès d'un organe de contrôle. Ces inspecteurs généraux ont été mis en place lors de réformes post-Watergate dans le seul but d'affaiblir l'exécutif. Si le président n'a pas le droit de les révoquer, pourquoi l'écouterait-il? Pourquoi suivrait-il ses ordres ou ses orientations? C'est vraiment une insulte au concept de pouvoir exécutif unitaire. Il s'emploie à supprimer méthodiquement tous les garde-fous indépendants au sein du gouvernement. Si le Congrès était en bonne santé, il réagirait en disant « Ce sont des outils que nous avons créés, à nous de les défendre ». Mais personne ne bronche. En tout cas au sein du Parti républicain qui tient actuellement Washington. À l'heure actuelle, les élus suivent presque tous la ligne du président. Mais ils savent aussi qu'il n'y a guère d'intérêt à critiquer publiquement son action. This is not a usurpation of authority in any way. It's not a power grab. I think they're doing what we've all expected and hoped and asked that they would do. Le Congrès a tous les moyens nécessaires pour se défendre. Pour les pères fondateurs, l'affrontement président-Congrès était salutaire. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'émergence des partis politiques. Si le Congrès ne se rebiffe pas, alors que certains aimeraient le voir réagir, c'est parce qu'il est de la même couleur que celle du parti présidentiel. À la Chambre des représentants comme au Sénat, le Congrès approuve majoritairement l'exécutif. President Donald Trump is delivering on his promise to shake up the status quo in Washington. I think all of us believe that we want to be good partners in making sure that the agenda that he campaigned on, in which the American people voted for, is accomplished and delivered on. Le silence du Congrès américain est assourdissant et impardonnable. La Constitution a instauré un système de séparation des pouvoirs dans lequel chacune des missions de l'État exerce un contrôle sur les autres. À l'heure actuelle, aux États-Unis, on ne peut plus dire que la séparation des pouvoirs, telle que conçue par les pères fondateurs et inscrite dans la Constitution, soit réellement respectée. Sans Congrès fonctionnel, ni justice indépendante, ni inspecteurs généraux vigilants,
Les tribunaux restent le seul véritable contre-pouvoir à l'exécutif. Au cabinet d'avocats, donc, de tenir tête à Trump. Quand j'ai vu que Trump démantelait l'USAID, j'ai tout de suite dit « Je vais intenter une action en justice et le traîner devant les tribunaux en plaidant l'inconstitutionnalité. » C'est une violation d'une décision du Congrès. Donald Trump aura beau multiplier les attaques, nous ne laisserons rien passer. Et nous gagnerons nos procès. C'est ce qui s'est passé. President Trump was dealt not one, but 3 legal defeats in the span of just 90 minutes yesterday. The legal challenges to the president's efforts to reshape the government mounting. Dès les premiers mois de son administration, près de 200 procès ont été intentés à Trump. Et que le tribunal soit présidé par un juge démocrate ou républicain, la plupart du temps, Donald Trump a perdu. The battle significantly slowing down the president's efforts to downsize the government. Ces avocats font partie du problème. Eux et leur cabinet sont très rarement objectifs. Et ils cherchent des plaignants dans le seul but de saboter l'action du président. Pour bien faire passer son message, Trump va donc attaquer les grands cabinets qui ont contrecarré ses plans. We're going to sign some executive orders. What they've done is just terrible, and it should never be allowed to happen again. Il ordonne la révocation des habilitations de certains cabinets d'avocats, ce qui leur interdit l'accès aux bâtiments fédéraux, ainsi que l'annulation de leurs contrats avec l'État. Ce sont des méthodes de gangsters. Un point, c'est tout. Une forme d'intimidation digne de la mafia. Parce qu'au fond, ce qu'il veut nous dire crûment, c'est... Ce cabinet, je peux le mettre à genoux. And you're looking at about 15 different firms? That or more, sir, yes. Okay. Vraiment, il m'épate. Ce qu'a fait le président Trump, chapeau, ça m'a scié. Quelle idée prodigieuse. Ces avocats vont devoir ouvrir les yeux. Si j'étais un de leurs clients, je changerais certainement de cabinet. Parce qu'ils risquent de ne plus vraiment être dans les petits papiers de l'administration Trump ces 4 prochaines années. The law firm of Jenner & Block, this is a law firm that, as you know, employed Andrew Weissman after he came off of the Mueller investigation. He is one of a number of reasons that we believe this executive order is warranted. He's a bad guy. C'est un avertissement à peine voilé. Autrement dit, si vous prenez parti contre moi en portant certaines affaires devant les tribunaux, je ne vous raterai pas. Or, pour que la justice fonctionne, les avocats doivent pouvoir défendre des causes qui leur semblent justes sans avoir peur des représailles. This is an executive order that takes certain measures against Sussman Godfrey, given their previous activities. Ces attaques visant les grands cabinets ont pour but de leur faire mettre la clé sous la porte. Mais aussi d'une façon plus globale, de faire passer un message aux 1 200 000 avocats de ce pays pour qu'ils ne s'avisent plus jamais de représenter un client qui poursuivrait en justice Donald Trump et son administration. Certains vont se rebeller, obtenant parfois gain de cause devant les tribunaux. Mais la majorité des grands cabinets du pays vont se taire. Some firms fighting back while others are bending the knee to Trump. By and large, the legal industry has kind of folded. Ces décrets sont contraires à la loi. Un juge l'a d'ailleurs confirmé. Mais il reste très difficile pour les tribunaux de renverser la vapeur. Parce qu'au bout du compte, même quand un décret est jugé illégal, il est de notoriété publique que le cabinet concerné devient persona non grata, c'est-à-dire toxique aux yeux de l'administration Trump. Several of the firms have come to the White House seeking a way to avoid punishment. Paul Weiss now reaching a deal with the president to get the president to drop the executive order against the firm. Après ça, plus aucune opposition.
Je le dis à tout le monde, ils ne sont pas si forts que ça. Ce système, soi-disant tout-puissant, a été mis au pas. Les plus gros cabinets du pays. The word that largely defines the response is capitulation. 5 more law firms have now struck deals with the Trump administration. L'administration Trump en a tiré la conclusion qui s'imposait. Puisque ça marche, on continue. Les cabinets vont malgré tout prétendre que leur indépendance est intacte et qu'ils n'ont pas été achetés par Trump. Have you noticed that lots of law firms have been signing up with Trump? They give you $100 million and then they announce that, but we have done nothing wrong. And I agree, they've done nothing wrong. But what the hell? They give me a lot of money considering they've done nothing wrong. Altogether, they agreed to give nearly $1 billion in legal services to causes that the firms and Trump support. All in an effort to sort of appease him and keep him from criticizing them or targeting them. Tous ces avocats doivent comprendre qu'on n'est plus des républicains à la George Bush fils. Tendre l'autre joue, c'est fini. Le peuple américain a élu le président Trump sur un programme clair. Il est temps de l'appliquer. Les Américains devraient pourtant se méfier. Je sais que les avocats ne sont pas la profession la plus populaire, mais on est bien content de les avoir pour défendre ses droits ou saisir la justice. Ça commence par les avocats, mais cette tendance va bientôt s'étendre à bien d'autres domaines. Son interventionnisme dépasse largement celui de la plupart de ses prédécesseurs. Trump ne s'arrête pas à la sphère politique. Ce qui est frappant, c'est sa volonté d'imposer sa propre vision à plusieurs pans de la société. D'une certaine façon, il essaie de reformater le pays. Il ne décide pas seulement du sort de l'USAID. Il entend gérer la programmation du Kennedy Center. President Trump now is the chair of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Trump plans to fire Kennedy Center board members, appoint himself as chair. Rebaptiser une étendue d'eau au sud de nos frontières. President Trump is calling it the Gulf of America as opposed to the Gulf of Mexico. Imposer ses formulations à une agence de presse. Trump has barred the Associated Press from the Oval Office and White House press pool. Ou choisir les programmes des universités. Columbia University will comply with policy changes demanded by the Trump administration. Trump calling for Harvard to lose its tax-exempt status. Il exige que tout le monde soit à sa botte. Paramount announcing they will settle President Trump's lawsuit over a 60 Minutes interview for $16 million. Et il a souvent gain de cause, ce qui réjouit son entourage. Conclusion ? Quand on prend le pouvoir et qu'on montre les muscles, le système ne fait pas le poids. Pourquoi ? Ce sont tous des dégonflés. Les présidents d'université, rien dans le ventre. Les cabinets d'avocats, rien dans le ventre. Les médias, ils se couchent. Combien de fois ils se sont aplatis devant Trump ? Rien dans le ventre. Nous, on est des rocs, des antifragiles, et on en a dans le ventre. Autour de Trump, il n'y a que des guerriers, d'accord ? On n'a peur de personne, et rien ne nous arrêtera. On sait bien que vous autres n'êtes qu'une bande de lopettes, et on vous fera plier, vous aussi, à la télé publique. Parce qu'au fond, vous ne croyez même pas à ce que vous faites. Alors vous plierez. Comme les cabinets d'avocats, les universités, les médias, toutes ces institutions. Vous plierez parce que nous, on ne lâchera rien. Jamais. Télévision et radio publique vont porter plainte contre Trump qui menace de les priver de financement. L'université de Harvard va elle aussi résister. Les tribunaux vont même souvent donner tort à Trump. Rien n'y fait. Sa croisade continue. Our golden age has only just begun. We will never give in. We will never give up. We will never back down. We will never ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. Together, we will make America powerful again. Les gens ne sont pas préparés à ça. Beaucoup sont très courageux dans leur tête et se sentent capables d'affronter le gouvernement. Mais quand la réalité les rattrape, quand ils se retrouvent soudain broyés par l'État fédéral,
Ou même simplement qu'ils s'imaginent montrés du doigt ou mis au pilori et leurs familles menacées et intimidées. Une grande partie d'entre eux finit par se dire « Il y aura bien quelqu'un d'autre pour protester ». J'ai vécu toute ma vie à Washington. Je n'ai jamais vu les gens avoir aussi peur. Non, à ce point, je n'ai jamais vu ça. Ils ont peur de parler, peur d'attirer l'attention, peur de sortir du lot. Ils ne veulent surtout pas se faire remarquer, parce qu'ils craignent que Trump utilise son pouvoir contre eux. Quand je demande à quelqu'un si je peux citer son nom dans un article, il me répond « Surtout pas. Mon gamin bosse dans la fonction publique. Mon frère touche une aide fédérale. Mon cabinet m'interdit toute prise de parole. J'ai peur. » Voilà ce que j'entends. Peur d'être poursuivi. Je n'avais jamais vu ça avant à Washington. Jamais l'opposition, qu'elle soit démocrate ou républicaine, n'a autant hésité à exprimer son opinion. Trump n'hésite donc pas à attaquer les agences gouvernementales, à court-circuiter le Congrès, à menacer les cabinets d'avocats, les médias et tant d'autres. En repoussant ainsi les limites du pouvoir présidentiel, il s'achemine en réalité vers un bras de fer avec la Cour suprême. Selon moi, l'administration Trump cherche par tous les moyens à provoquer une crise constitutionnelle. Une crise destinée à tester les limites du pouvoir judiciaire face à l'exécutif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'état de droit est devenu sa cible principale. Ballon d'essai, sa campagne sans précédent contre l'immigration clandestine. A massive immigration enforcement crackdown has led to hundreds of arrests in a matter of days. Sont seulement visés, d'après le gouvernement, des gangs violents et des criminels. Le président Trump n'a fait qu'ordonner la capture de gangs de rue étrangers. Ceux-là même qui dévalisent, enlèvent, violent, torturent et assassinent nos concitoyens. Il a toute l'autorité légale et constitutionnelle pour les chasser de chez nous, une bonne fois pour toutes. Mais beaucoup d'autres vont en faire aussi les frais. Immigrants with legal status or no criminal history are also being detained and deported. Many of the deported men lack criminal records in the United States, according to ICE. The families of some of those men deported say not all of them are gang members. Comment prouver que quelqu'un fait partie d'un gang? Et s'il affirme le contraire? Est-ce qu'il a le droit d'être entendu par un juge et de dire « Il y a erreur, moi je suis coiffeur » ou bien « Je joue au foot. Mon tatouage, c'est pas celui d'un gang, c'est l'équipe que je supporte. » Comment être sûr? Ils n'expulsent, soi-disant, que des membres de gangs ultra dangereux. Mais dans ce pays, tout accusé a droit à une procédure en bonne et due forme, c'est-à-dire, dans ce cas, à une audience qui permettrait de déterminer si oui ou non il fait partie d'un gang et est expulsable selon la loi. C'est cette procédure que le gouvernement Trump essaie de contourner. Trump dit « Je n'expulse que des gangs de criminels » ou « Je ne m'attaque qu'aux assassins et aux violeurs ». Donc c'est très difficile de mobiliser l'opinion pour défendre une procédure en bonne et due forme, terme très juridique. Mais savez-vous qui ne plaisante pas du tout avec ce concept? Les juges. Le juge fédéral Jeb Boasberg va ainsi être saisi en urgence par les avocats de l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles. Elle dispose de preuves accablantes. Des membres présumés de gangs sont sur le point d'être transférés vers une prison du Salvador sans être jamais passés devant un juge. Trump faisait déjà décoller les avions. Le juge Boasberg a dit « Pas si vite, ordonnance de suspension temporaire, on arrête tout pour le moment, le temps de voir si tout cela est bien légal. Ces avions doivent faire demi-tour et ramener ces individus sur le sol américain. » Mais l'administration n'a absolument pas obéi. Elle a envoyé plus d'une centaine de personnes dans une prison salvadorienne. Mais ça pose une question. Était-ce déjà légal au départ? Et surtout, n'a-t-on pas violé une décision de justice? C'est sans précédent.
Quasiment aucun président à travers l'histoire n'a remis en cause une décision de justice. Même si on ne l'approuve pas, on n'a pas le droit de s'y soustraire. La seule solution est de faire appel. On pourrait bien assister au duel que tout le monde redoute entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Il est possible que pour la première fois dans l'histoire du pays, un président décide de refuser d'obéir aux tribunaux. Je suis ravi que les avions aient pu atterrir au Salvador. Le président avait le devoir constitutionnel d'ignorer cette injonction illégale et dangereuse et d'aller jusqu'au bout. Quant à ce guignol de Jeb Boasberg, il se prend pour le commandant en chef ou quoi? Oser faire revenir des avions militaires remplis de terroristes. Bon sang, ce Boasberg, il a quoi dans la tête quand il dévoile une opération militaire en cours et essaie de la saboter? Ce juge n'était pas habilité à agir de la sorte. Il n'en avait pas le pouvoir. Et ce faisant, il a enfreint la loi. The judge in this case is essentially trying to say that the president doesn't have the executive authority to deport foreign terrorists from our American soil. Boasberg va riposter, statuant que l'administration Trump s'est sans doute rendue coupable d'outrage criminel à magistrat, et il ne sera pas le seul. The immigration standoff is heating up between the Trump administration and the courts. Un à un, les tribunaux vont donner tort à Trump. U.S. District Judge Brian Murphy ruled the U.S. government must retain custody of migrants. Et contester les expulsions. A federal judge appointed by President Trump blocked the administration from summarily removing migrants in South Texas. Invoquant une violation des droits fondamentaux des immigrants. A federal judge says the Trump administration violated a court order for again sending migrants to a country they're not from without due process. The Trump administration is now formally complying with the Supreme Court order to bring back Abrego Garcia. This is a victory for due process. It's a victory for the Constitution. La population américaine ne sait pas forcément ce qu'est la procédure en bonne et due forme. Mais elle sait que quand l'État s'en prend à quelqu'un, que ce soit au pénal ou au civil, par exemple en décidant de le priver de ses biens ou de sa liberté, il a le droit d'être entendu. L'administration Trump, elle, ne souhaite pas donner à ces personnes ne serait-ce que la possibilité de prouver aux autorités fédérales qu'elles ne font absolument pas partie d'un gang. C'est pourtant l'un des principes les plus élémentaires et les plus fondamentaux sur lesquels s'est bâtie l'Amérique. Malgré les obstacles, Trump et son équipe persistent et signent. And the question should be, why is a judge trying to protect terrorists who have invaded our country over American citizens? The broadest theme that arises from it. Ce qui ressort de tout ça, c'est que la Maison-Blanche n'a absolument pas peur d'affronter le pouvoir judiciaire et même qu'elle prend un certain plaisir à ce combat. Elle ne s'inquiète pas d'être accusée de tomber dans l'illégalité. Au contraire, elle s'en délecte. We're not stopping. I don't care what the judges think. I don't care what the left thinks. We're coming. Je déplore ce discours qui sous-entend que n'importe qui au gouvernement peut passer outre la Constitution, le droit ou les décisions de justice. Notre pays s'engagerait dans une voie dangereuse si un président déclarait vouloir s'affranchir de la Constitution. Donc j'ose espérer que ce ne sont que des mots. We have bad judges. We have very bad judges, and these are judges that shouldn't be allowed. I think at a certain point you have to start looking at what do you do when you have a rogue judge. The Trump administration is escalating its fight with federal judges. Trump suggested that the judges, including one he appointed, were backroom hustlers. Trump va donc s'en prendre à l'organisation qu'il a conseillée dans la nomination des juges. Why is he attacking the Federalist Society when it was an ally in the first term? Trump wrote on Truth Social, I am so disappointed in the Federalist Society because of the bad advice they gave me on judicial nominations. It seems like what Trump wants is just judges who will agree with him. Loyal to him. Loyal to him.
On peut penser que c'est une tentative délibérée de la part de Trump de délégitimiser le pouvoir judiciaire. Et ce qu'il dit aussi, en gros, c'est que la loi n'est jamais ni neutre, ni fondée sur des principes objectifs. Tout est politisé. C'est d'ailleurs comme ça qu'il conçoit le rôle du juge. Ce juge d'extrême gauche est un cinglé, un fauteur de troubles et un agitateur, qui n'a pas été élu président. Il mérite d'être destitué. C'est incontestablement, indiscutablement, de la part du président, une attaque en règle de l'indépendance du pouvoir judiciaire fédéral, purement et simplement. Le juge John Roberts, président de la Cour suprême, va vigoureusement recadrer le président. La destitution n'est pas la réponse adéquate à une contestation d'une décision de justice. Dans ce cas précis, il existe une procédure d'appel. Même John Roberts, le président de la Cour suprême, qui d'ordinaire ne se mêle guère de politique, s'est senti obligé de faire une déclaration dans les heures qui ont suivi. Si on conteste une décision, on peut faire appel. Ou bien on s'adresse directement à la Cour suprême. Et là, il a fixé une limite. Il a compris que ce n'était pas Boasberg ni un juge indiscipliné qu'on attaquait, comme voudrait le faire croire le président, mais tout le judiciaire. Roberts s'est senti visé. Il a voulu dire, à travers nous, c'est le système que vous attaquez. Le respectez-vous? Roberts doit rester à sa place. C'est un juge fédéral, pas un homme politique. Quand un juge troque sa robe de magistrat contre le costume du politicien pour descendre dans l'arène et porter des coups, il doit s'attendre à en recevoir en retour. Ce n'est pas une très bonne idée de faire ce genre de remarques partisanes quand on est juge. Désormais, le juge Roberts, qui a pourtant étendu l'immunité de Trump un an plus tôt, symbolise une Cour suprême à la croisée des chemins. Difficile d'imaginer que le juge Roberts, qui semble aujourd'hui défendre l'équilibre des pouvoirs dans notre système, est aussi celui qui a rendu un arrêt accordant les quasi-pleins pouvoirs à Donald Trump. J'ai l'impression, au vu de sa politique actuelle, que Trump teste les limites de la Cour suprême. J'ai pas le droit? Vous êtes sûr? The last democratic institution that remains between us and the precipice of a constitutional crisis is the Supreme Court. There have been more than 300 lawsuits filed against the Trump administration since he took office. Toutes ces grandes affaires finiront un jour ou l'autre devant la Cour suprême. These legal challenges are making their way up to the appellate process. Some will land in the Supreme Court. Le président de la Cour suprême est sur la sellette, parce que le pouvoir judiciaire ne tient pas les cordons de la bourse et n'a pas d'armée. Il ne repose que sur sa propre légitimité. Or, la Cour n'a aucune envie de voir une de ses décisions remise en cause par Trump, parce qu'elle passerait alors pour un tigre de papier. C'est donc une position délicate. What happens if there's a definitive ruling and Trump just decides, I don't care? Le président s'est attribué tout en même temps les rôles de procureur et de juge. Mais il va devoir se rendre à l'évidence. Si le pouvoir judiciaire fédéral se soumettait, cela signifierait littéralement qu'il abandonne son rôle constitutionnel au profit de Donald Trump. Et ça, voyez-vous, ça n'arrivera jamais. Mais Trump et ses conseillers parient sur un changement d'attitude de la Cour suprême. Ils ont intérêt à ce qu'un maximum de recours passe devant les tribunaux. La Cour suprême, avec sa majorité conservatrice de 6 juges sur 9, est selon eux un cadre plus favorable aux batailles autour des pouvoirs de l'exécutif. Beaucoup dans l'entourage de Trump sont confiants. La Cour suprême tranchera en leur faveur et finira par entériner l'extension du pouvoir présidentiel. Il n'y a aucun compromis possible. Il existe deux interprétations opposées de la Constitution, de la vision des pères fondateurs, de l'essence même de ce pays. L'affrontement ira crescendo. Il y aura un vainqueur et un vaincu.
Et c'est l'inflexible Trump qui gagnera. A big win for the Trump administration. The Supreme Court slammed the brakes, saying no to nationwide injunctions. Et au terme de la session de la Cour suprême, The Supreme Court potentially cleared the way for even greater presidential power. Trump triomphe, pour le moment. The Supreme Court ruled in favor of the Trump administration's efforts to deport migrants to third countries. The White House is claiming victory after the Supreme Court allowed the White House to move forward with the mass layoffs of federal workers. En surface, c'est une guerre entre Trump et les tribunaux, ou entre Trump et l'État de droit. Mais de l'issue du conflit dépend aussi l'avenir des États-Unis. Quelles sont nos valeurs? À quel système de gouvernement accepterons-nous de nous soumettre? Sommes-nous favorables à l'État de droit ou aux décrets royaux? Là est tout l'enjeu. President Trump seems to be riding a major wave of momentum these past couple of weeks. The Supreme Court is allowing the Trump administration to move forward with its staffing cuts at the Department of Education. The FBI is now investigating former FBI Director James Comey in conjunction with the genesis of the Russia investigation. In Los Angeles, tensions flaring after President Trump deployed National Guard troops. Notre architecture constitutionnelle est sous tension, c'est certain. Son avenir dépend de la perception qu'a l'opinion publique de ce qui se joue actuellement et de sa réaction. Car nous restons une démocratie. Notre gouvernement ne pourra jamais être meilleur ou pire que ce que décide le peuple. In fine, la vraie question est comment les Américains vont-ils interpréter tous ces événements ? Et surtout, comment vont-ils réagir ?